Surtout sur la partie SDR, franchement, nous, on s'est énormément trempé et on se rend compte que dans chaque batch, les top performers, tu en as peut-être un ou deux sur 5 ou 6. Pendant un recrutement, même si tu fais plusieurs étapes, la personne, elle donne le meilleur d'elle-même. Et elle peut te raconter ce qu'elle veut, en réalité. C'est sur le terrain que tu vas vraiment observer ce qu'il en est. Il y a une data qui est hyper importante à observer, c'est le nombre de no-shows. C'est une data qui te permet d'analyser énormément de choses. C'est pas juste un prospect qui n'est pas venu ou juste une opportunité perdue. C'est un engagement qui n'a pas été fait. Hello Boutaina, comment tu vas? Hello, écoute, ça va super. Et toi? On va toujours au top et ravi d'être avec toi aujourd'hui dans le podcast Pas de bullshit, que du cash. Bon, comme tu le sais, on va parler sales et donc ça me fait hyper plaisir de t'avoir en première invitée. T'es rayonnante et t'as l'air d'être à fond, donc ça fait plaisir. Super, merci. Je suis très honorée d'être ta première guest. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Yes, alors rapidement, donc moi c'est Boutaina, j'ai 29 ans et je suis manager de sales, je manage des SDR dans le monde de la FinTech, notamment actuellement pour Conto depuis un peu plus d'1 an et demi. Et on a déjà discuté un peu ensemble, où tu t'étais présenté un petit peu plus en détail avec ton passé qui est assez incroyable, où tu as changé pas mal de sociétés, donc de structures, de taille de boîte, d'organisation, de secteur. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, alors je vais essayer de pas être trop longue non plus. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu arrivée dans ce milieu sales par hasard. En 2018, donc je finissais ma licence en infocom, rien à voir avec le sales. Et je décide, en attendant de mûrir ma réflexion sur master, pas master, et bien de bosser un peu. Je clique sur une offre d'emploi Indeed à l'époque de Philip Morris qui cherche de la force de vente pour développer leur outil de tabac à chauffer. Je suis pas là pour leur faire de la pub parce que je suis anti-tabac, mais bon, voilà. Et je rejoins donc les équipes de Philip Morris, initialement pour 1 mois, puis 3, puis 1 an où je développe un petit peu tout cet aspect sales là-bas, où je me forme vraiment au terrain. Je me confronte notamment aux buralistes, comment on parle à des partenaires, comment on développe le business sur un secteur, comment on fait développer de la part de marché. Et je sais pas, ça me prend au ventre. Voilà, et je me dis, en fait, je suis peut-être faite pour ça. Et je décide de ne pas continuer mes études. Peut-être que aussi le fait de gagner mes premiers vrais sous me donne envie de continuer sur cette voie-là. Donc, je continue dans le sales, mais j'ai pas forcément envie de faire carrière dans le tabac. Et j'ai la chance d'être contactée à l'époque par Julien Ledesma, qui était le directeur commercial de People and Baby, donc secteur de la petite enfance. C'est un peu de bruit en ce moment où ils ont pas une trop belle notoriété en ce moment, mais en tout cas à l'époque ça fonctionnait très bien. Il me contacte du coup pour venir développer cette force commerciale en étant un petit peu couteau suisse. C'est vraiment faire tout ce qu'on connaît dans sales, c'est faire et de la prospection et de la négociation de contrat et de l'entrant et du sortant, de l'élevage derrière, donc après signature de contrat, même la relance de clients qui ne payent pas. Donc, c'est vraiment... On était vraiment sur du 360. Exactement. Et je fais ça pendant 1 an et demi. J'apprends énormément, je développe et je muscle un petit peu, enfin un peu beaucoup, mon jeu côté négociation et commercial. Mais moi, voilà, comme je te disais la dernière fois, je suis un profil qui veut que ça aille vite, qui aime apprendre très vite et beaucoup. Et du coup, j'arrive un petit peu à mon plafond de verre. Donc, on a tous, en tant qu'être humain, un moment où on arrive à son plafond de verre. Moi, j'y arrive assez rapidement, en général, parce que voilà, j'ai besoin de me nourrir, d'apprendre, de grandir. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'apprendre autre chose. Est-ce que tu penses que c'est une caractéristique qui te représente toi, ou
tous les commerciaux en général? Je pense que tous les commerciaux ont besoin de challenge, sinon on ne ferait pas ce métier-là. Donc, on est motivé par le challenge, on a cette dalle, on a besoin de nourrir quelque chose en nous. Il y a un genre de gouffre et il faut venir le remplir. Et chacun, en fonction de sa personnalité, va réussir à nourrir ça, soit par le fait de closer des contrats de plus en plus gros, à avoir des mini-challenges en interne, et d'autres vont avoir d'autres aspirations. Moi, ma soif, c'était de grandir et d'acquérir un maximum de compétences pour me dire que j'avais fait le tour, entre guillemets, dans ce monde de sales. Et pour continuer sur ta présentation et après on rentre dans le vif du sujet pour parler sales et organisation, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi d'inattendu ou qu'on ne connaît pas? Je dirais qu'une chose peut-être inattendue ou les gens ne pensent pas forcément, c'est comme je te le disais, en 2018, je clique pour répondre à une offre d'emploi de humoriste sur Indeed. Et depuis, en maintenant 7 ans et demi, presque 8 ans, je n'ai jamais postulé à un seul job. J'ai toujours été chassée via… C'est beau. C'est beau parce que la morale derrière, c'est pas je suis la meilleure, clairement pas. La morale, c'est LinkedIn fonctionne. Que c'est vraiment un outil qui fonctionne et depuis 2019, pas que depuis aujourd'hui, et il ne fait que de grandir, en tout cas sur la partie aussi chasseur de tête. Et de l'autre côté, le monde du sales, une fois que vous avez mis un pied dedans, généralement, vous n'avez plus trop de soucis à vous faire pour trouver du taf. Bah écoute, c'est cool. Je te confirme. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que tu peux me parler de ton rôle exact et de ton scope? Donc, moi, pour terminer, je suis arrivée dans le monde de la fintech en 2021. Donc, j'ai commencé par Spendesk, et là, actuellement, je suis chez Conto depuis 1 an et demi. Je suis team lead sales et team lead SDR plus particulièrement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je manage au quotidien et je coach au quotidien des commerciaux, des sales qui vont à la chasse de nouveaux prospects, de nouveaux contrats pour alimenter les accounts exécutifs qui, derrière, eux, vont closer ces fameux contrats et apporter du business et du MRR à la boîte. Tu as parlé de Conto, alors hyper connu, moi je connais très bien, mais est-ce que tu pourrais décrire que fait Conto? Franchement, très, très simplement, Conto, c'est le compte pro pour les entreprises aujourd'hui, avec une multitude d'options et de possibilités. On accompagne du créateur d'entreprise, donc vraiment du petit auto-entrepreneur, jusqu'à la PME et plus de 1000 employés. On a closé des contrats à plus de 1000 employés. Donc, on peut accompagner de tout. Et le but, c'est de faciliter toute la partie banking, qu'on connaît, les transactions de paiement, les virements, la gestion des factures, etc., les taux de change, les dépenses à l'étranger, et également le fait de venir tracer donc les flux de dépenses de l'engagement jusqu'à la partie pré-comptabilité, notamment avec l'outil comptable de Regat qu'on a racheté il y a 1 an et demi. Bon, le pitch est rodé, on le sent. On le sent. Il y a eu du pitch, il y a eu du call là. Et donc, tu manages aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler de ton équipe? À quoi elle ressemble? Tu as combien de personnes? C'est quoi aussi ton organisation, ta journée type? Comprendre en fait qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien et avec combien de personnes? Yes, alors actuellement, moi pour donner un peu plus de contexte, donc ça fait 1 an et demi, comme je le disais, que je suis chez Conto, et jusqu'à il y a 2 mois encore, j'étais uniquement sur la partie force de vente Conto, avec une équipe assez grosse de 8 à 9 personnes. Et depuis le mois d'avril, je suis passée sur justement la force de vente accounting, où on cible vraiment les cabinets d'experts comptables, avec une équipe de 6 personnes actuellement chez moi. Le job est un peu différent en termes de cible, mais reste fondamentalement le même. Qui est-ce que je manage? C'est des profils assez différents, et c'est ça qui est vraiment excitant, je dirais, challengeant au quotidien. On a pas mal de sorties d'école, mais on a aussi des personnes plus expérimentées qui ont, c'est pas leur premier job, qui ont fait d'autres rôles de sales dans d'autres environnements. C'est principalement de la gente masculine.
j'ai une fille dans l'équipe, voilà. C'est un petit peu symptomatique du monde sales et encore plus de la fintech. Et au quotidien, aujourd'hui, mon rôle, c'est de venir donc les coacher. Donc le coaching, c'est vraiment du coaching en one-one, aussi en collectif, de la simulation, de la réécoute de call, un petit peu de jeu de rôle, etc. Les accompagner aussi sur des appels un peu plus complexes. Tu fais du shadow, de la recommandation directe. Ouais, exactement. On a la chance d'avoir un outil qui s'appelle Mojo et qui nous permet donc de réécouter tous les calls, de les analyser. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour nos équipes. Et sur l'aspect vraiment management, on va avoir des one-one, on va avoir des meetings collectifs aussi pour revenir sur les semaines précédentes, le mois en cours, comment on visualise aussi ce mois. Donc, c'est beaucoup d'analyse de data, de reformulation de cette analyse et qu'est-ce qu'on en comprend, de OK, maintenant, quelle est la next step sur ça et comment on va venir motiver cette équipe pour qu'elles aillent vers ce cap. Bah ouais, tu me fais la bonne transition. Tu parles de data. C'est quoi les KPIs que tu suis dans ton quotidien? Donc, qu'est-ce qui est super important pour toi quand tu vois ton équipe et tu leur dis, regardez, ça, c'est des chiffres qu'on check de façon hebdomadaire ou mensuelle et que tu leur dis justement, voilà ce qui est important pour toi. Alors aujourd'hui, il y a les KPIs standards qu'on met et que le SDR, le sales va suivre, son nombre de calls, son nombre de connected, combien de rendez-vous il a pris, etc. Ça, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est la méthode. De l'autre côté, on a réellement ce qui se passe sur le terrain et comment on va venir traduire cette data. C'est ça qui est intéressant, c'est sur ton nombre de calls connectés, combien tu as réussi à prendre de rendez-vous, donc ton taux de transformation, et sur ce nombre de rendez-vous que tu as pris, combien ont réussi derrière à closer, donc à apporter du business. Et il y a une data qui est hyper importante à observer, c'est le nombre de no-shows. Parce que c'est une data qui te permet, mine de rien, d'analyser énormément de choses. Ce n'est pas juste un prospect qui n'est pas venu ou juste une opportunité perdue. C'est un engagement qui n'a pas été fait. C'est une compréhension de la part de ton prospect du produit qui n'est certainement pas la bonne et une compréhension de ton SDR du besoin et de la pain de ton prospect qui n'est pas identifié non plus. Du coup, ça permet en fait d'avoir des vrais axes de travail à enclencher derrière pour faire des belles sessions de coaching. Bah, tu vois, tu parles de no-show. En général, le no-show, de ce que j'ai vu moi, c'est aux alentours de 25 à 35%. Donc, c'est vrai que c'est une réelle problématique et tu l'as mentionné pourquoi. C'est une métrique que tu regardes, mais c'est un problème que toutes les boîtes rencontrent au quotidien. Oui, et nous aussi, on le rencontre aujourd'hui. Nous, on est autour des 20% aujourd'hui de nos shows. Mon objectif là, sur les prochaines semaines, c'est de le réduire à 15%. Et tout simplement, il faut identifier d'où ça vient, quelle est la cause, et derrière, il faut agir. Et pour agir, il faut mettre des actions en place. Est-ce que tu as un tips à donner de comment réduire le no-show via un canal, c'est-à-dire un canal de communication? Est-ce que tu envoies un WhatsApp X minutes avant, X heures, X journées pour faire un rappel? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est pas bien? Parce que tu as parlé de 20 à 15%, donc il y a une question de ciblage, t'en as parlé, mais d'un point de vue communication, est-ce que tu fais un rappel à la personne avant qu'elle se connecte ou pas? Et voilà, c'est quoi ton avis dessus? Alors, nous, on a mis en place un système via Calendly qui permet de relancer le prospect 48 heures avant la démonstration, donc le rendez-vous. Honnêtement, je suis de la vieille école. Pour moi, si tu n'as pas appelé ton prospect, tu ne l'as pas eu au téléphone, ce n'est pas un engagement. Donc, tous mes SDR appellent 24 heures avant leur prospect et c'est un simple appel. Bonjour, monsieur Durand. Je me permets de vous rappeler, on a rendez-vous demain ensemble. J'étais en train de préparer notre rendez-vous et je me posais telle question, bullshit. Ou alors, juste, est-ce que c'est tout bon pour vous demain 11h? Et on se rassure quand même que le prospect est là. Non, bah c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que c'est des techniques que nous, on essaye aussi, on change constamment, mais c'est un vrai pain. Hein. Quand tu te dis que 20 à 25% des rendez-vous que tu prends partent et tu sais pas où, c'est frustrant à la fin. Tant que ce no-show, on va le récupérer, c'est un reschedule finalement et c'est pas un no-show.
on peut aller repositionner. C'est ce que j'essaye un petit peu de leur inculquer. C'est pas grave, c'était pas sur juin, ça sera sur juillet. Vas-y, rappelle. Bah, c'est le bon mindset, au moins tu lâches pas, hein. C'est ce qu'il faut dire, hein, sinon c'est démotivant. Et sur les objectifs, qu'est-ce que tu donnes comme objectif à tes SDR en nombre de rendez-vous pris ou en nombre de closing derrière? Est-ce que tu suis le closing? Tu demandes après à l'AE qui te donne les chiffres sur ce qu'il a réussi à closer, sur le nombre de rendez-vous que tu as réussi à lui donner. Voilà. C'est quoi les objectifs qu'ils ont et comment ils sont commissionnés dessus? Ouais. Aujourd'hui, un SDR chez Conto, il est incentivé uniquement sur ce qu'il maîtrise, donc sur les rendez-vous qu'il va générer. Nous, on est sur une cible spécifique. Donc là, aujourd'hui, sur juin, par exemple, l'objectif, c'était 25 rendez-vous envoyés, donc 25 démonstrations bookées pour l'AE par SDR sur le mois de juin. C'est correct sur notre cible à nous. Derrière, en effet, la partie du coup MRR et closing est regardée. Pas réellement la partie MRR pour le SDR, mais le closing. Pourquoi? Parce que le closing, il va venir tout simplement définir si les opportunités envoyées par mon SDR, elles sont plutôt quali ou uniquement de la quanti. Est-ce qu'on fait uniquement du quanti ou aussi de la qualité? Même si le job numéro 1 du SDR, c'est de faire de la quantité, il faut qu'il y ait de la qualité derrière, sinon le funnel n'avance pas. Ouais, clairement, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Quelle structure de salaire tu as aujourd'hui? Fixe, variable, tu peux me donner une fourchette, hein, Ouais. mais c'est juste qu'on puisse savoir, ok, tu as un CDI, tu le recrutes généralement à combien quand il est junior? Ouais. Est-ce que c'est 60% de fixe, 40% de variable? Voilà, juste comprendre un peu les mécanismes que tu as de recrutement. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on a du coup, oui, on a une partie fixe, une partie variable. Le fixe, il est aligné au marché aujourd'hui. Donc, franchement, on suit vraiment des grilles classiques côté Conto alignées au marché. Si je ne m'abuse, on est à peu près entre, je vais donner une fourchette un peu large, mais pour un sorti d'école, on est entre 32 et 34, 35 de fixe. Et pour la partie variable, ça varie pour le coup entre 10 à 15 K. Ça fait un beau package. Ouais, on est bien hein, au niveau Ouais. sur le marché, ça va. C'est plutôt correct. Ouais, c'est motivant et en termes de target, tu es aux alentours de quoi? 90%, 85%? Tu vois, c'est sur la target que tu m'as donnée, à Oui. combien de pourcentage toi tu veux être sur la globalité de ton équipe où tu te dis, OK, j'ai bien bossé? Bien sûr. Alors, franchement, si je suis honnête, je vais dire 100%, parce qu'on veut tous faire 100% et même faire de l'overachievement. C'est normal. Pour eux, pour nous, c'est un petit peu notre objectif et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien. Mais concrètement, à partir de 90%, je me dis que le job a été en partie réalisé, même grandement réalisé, parce que dans les 90%, tu vas avoir des low performers et tu vas avoir les top perfs qui, eux, vont driver et pousser la perf. Tu as toujours un pourcentage de low performer. Si, avec de la low perf, tu arrives à 90% sur l'équipe globale, c'est que tu t'en sors bien. Est-ce que tu fais une relation AE, SDR, où tu fais des binômes ou des trinômes, ou est-ce que tu les changes ou c'est scindé? Actuellement, on a des binômes, en effet. Donc, les binômes, ils sont pour deux raisons. Ils sont pour la partie vraiment travail d'équipe et venir souder ces deux populations qui, très souvent, hein, moi je l'ai observé durant ma petite carrière, et je l'ai vécu aussi, on a souvent un petit peu des tensions parce que l'objectif final est le même, mais les objectifs intermédiaires ne sont pas les mêmes. On n'est pas payé pour la même chose. Ouais. Donc, ça se fight un petit peu. Donc, bien venir verrouiller et consolider cette relation. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que l'AE, qui généralement est plus senior, qui est déjà passé par un rôle de SDR, qui a la vision un petit peu plus 360 sur la partie sales, va venir aussi transmettre son expérience, va venir former et faire que le SDR step up en termes de discours, en termes de qualité de business, mais aussi pour la next step de demain. Par contre,
on ne vient pas siloter la partie objectif. Pas parce que tu as un binôme que tous tes deals, tu l'envoies à ce binôme-là. Et vous faites des changements fréquents? Oui, on essaie de les faire tous les semestres. Ouais, c'est pas mal. Bien. Ça permet de voir différents types de pitch d'AE, d'avoir un autre sparring partner aussi dans son quotidien. Nous aussi, on a ce format-là. On a un système de squad où tu as le SDR qui est relié aussi à un AE. J'aime bien faire du 2 pour 1, moi, tu as 2 SDR pour un AE. Ouais. Je trouve que c'est pas mal aussi en termes de génération de leads. Mais bon, après, l'AE, il se bouge un peu moins à prendre ses propres rendez-vous. Et j'aime bien leur laisser une partie quand même de prise de rendez-vous. Ouais, parce que toi, chez toi, l'AE, il continue de prospecter à quel pourcentage? 10-15% de son temps. Ok, ouais, comme chez nous. Ouais, mais j'aime bien leur laisser comprendre justement que n'oubliez pas, le métier d'SDR est hyper difficile. Continuez de le faire, booker du rendez-vous. Et s'il y a un low performer ou un problème ou quelqu'un qui est en vacances ou quelqu'un qui est malade ou autre, tu as la capacité de prendre des rendez-vous et t'es pas seulement dépendant. Et ça, je trouve que c'est important aussi dans le mindset. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Il faut insuffler aussi une certaine cohésion d'équipe et une notion de vision globale et pas uniquement individuelle. Ouais, clairement. Et là, on arrive sur une question qui, alors moi, j'adore ce sujet. Franchement, je l'ai retourné dans tous les sens chez Ivancy, à l'époque dans ma précédente boîte et même maintenant chez Zelic. C'est comment tu les motives et comment tu les animes. Parce qu'on sait que le métier de SDR est un métier qui est hyper difficile à tenir dans le temps. Ouais. C'est fatigant, tu vas faire une centaine d'appels par jour si tu y arrives. Sur ces appels-là, allez, on va dire sur 100 appels, tu vas réussir à en avoir peut-être 20 ou 25 au téléphone. Sur les 25, tu vas réussir à prendre entre 1 et 3 rendez-vous. Bon, après, ça dépend du secteur, ça dépend de la journée, ça dépend de pas mal de choses. Mais donc, on sait que c'est un métier qui est fatigant. Et donc, pour ça, il faut mettre des animations en place, pour réussir à les motiver dans leur quotidien. Et qu'est-ce que toi, tu mets en place pour te dire chaque matin, ils sont à 200%. Alors, ils ont leurs variables, ils ont leur binôme, mais qu'est-ce que tu fais en plus pour les motiver? Ouais, exactement. Moi, je les vois un peu comme, tu sais, des sportifs qui sont en train de faire un marathon là, et à chaque palier, tu dois venir les motiver. Ouais, on est encore. Tu vois, C'est la fête foraine. c'est un peu ça. Ce qu'on met en place aujourd'hui, en dehors de tout ce qui va être classique d'équipe, etc., c'est des challenges en interne. Donc, on essaye de mettre des gros challenges, enfin, des petits challenges une fois par mois en interne. On va cibler, par exemple, un sujet. Là, typiquement, là, on va lancer un challenge sur la partie no-show. Celui qui arrive à réduire justement le mieux son taux de no-show va repartir avec un gain. Précédemment, au mois de mai, le challenge, c'était sur la prise de démo sur des créneaux dédiés. Et sur ces créneaux-là, avec une timeline dédiée aussi, ce qui nous permet de booster le business, eh bien, il y avait 3 lots à gagner, un pour le premier, le deuxième, le troisième. Donc, et c'est alimenté, on vient l'animer semaine après semaine en weekly, on fait des annonces, des belles slides, voilà, c'est intéressant pour eux, ça les anime, on va mettre des buzzers sur le floor, enfin, il y a un peu tout ça qui est mis en place, c'est vraiment de l'animation pure. Je dirais. Il y a eu aussi le tournoi avec Rocket for Sales et Zelic en partenaire, qui était hyper stimulant pour nous. Bon, on est allé jusqu'à la quart de finale, mais on est très content en tout cas d'avoir participé. La finale, elle est jeudi, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Mais voilà, tout ça contribue, je dirais, à l'émulsion de l'équipe, au fait de les challenger. Et encore une fois, c'est des sales. Les sales, ça fonctionne au challenge comme un sportif. Plus tu lui donnes un objectif, mais un objectif court terme, plus tu vas pouvoir le faire avancer. C'est un peu le principe du bâton et de la carotte, quoi. Et tu vois, chez Ivancy, ce qu'on faisait, c'était les vendredis, on mettait la musique de la Champions League et donc les sales les uns après les autres descendaient et on avait une remise de trophées entre le top performer, donc celui qui avait pris le plus de rendez-vous, le meilleur chasseur, c'est celui qui avait fait le plus de call durant sa semaine. Et toutes les semaines, dans les bureaux, tu as la musique de la Champions League et tout le monde l'entendait. Et donc, tu avais le défilé des commerciaux qui allaient le matin. Mais c'est vrai qu'on mettait beaucoup d'animations avec, par exemple, on avait des cadres avec les catchphrases hyper marrantes que les SDR ont pu donner lors de prise de rendez-vous. Et c'était dans des cadres affichés au mur devant
devant toute la boîte, quoi. Trop stylé. Et donc, ouais, on s'amusait à faire ce type de choses. Et encore aujourd'hui, là, chez Zelic, on a nos SDR qui doivent placer des phrases types drôles pour réussir à prendre un rendez-vous. Ah oui. Et donc parfois tu les entends et tu vois, ils font un une prise de rendez-vous hyper sérieux et là ils te sortent une phrase mais qui a rien à voir et tu te dis mais s'il prend rendez-vous avec cette phrase-là, mais c'est un génie. Ouais, ça c'est génial, on le faisait beaucoup, je le faisais beaucoup chez Spendesk. Ça c'était très marrant. Très marrant, on avait des écrans au mur et on avait des choses il y a des trucs qui défilaient à longueur de journée, c'était très marrant. Ouais, ça met un peu de bonne humeur, c'est sympa, ça leur permet de sortir de de leur quotidien aussi. Donc c'est vrai, c'est plutôt cool. On va passer à une partie recrutement et management, parce que on parle de performance. Pour bien performer, il faut recruter des top people. Et tu l'as dit, parfois c'est aussi difficile parce qu'on peut pas que avoir des top performers dans la boîte, dans ton équipe. Comment est-ce que tu les recrutes, ces top performers? Sur quoi tu te bases pour faire ton choix? Parce que tu vas avoir différents candidats, tu vas devoir te positionner. Et moi, il y a un truc que je dis à chaque fois, c'est que la chose la plus difficile dans une boîte, c'est l'humain. Il n'y a rien de Oui, plus difficile que l'humain. Et oui, donc, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu sélectionnes l'humain. ouais. C'est très vrai, c'est très très vrai. L'humain, c'est très dur parce que l'humain, c'est pas linéaire, c'est plein de dualités. Donc, il faut savoir jongler et s'adapter aussi. Comment on recrute? Donc, moi aujourd'hui, je ne cible pas directement les profils. Même si j'ai des personnes qui vont me contacter et donc je vais prendre le temps de faire un screen. Mais généralement, j'ai une recruteuse, un recruteur qui va venir faire la première phase de sélection et de screening des profils selon un profil qu'on a identifié. Donc, nous, on appelle ça le persona zéro. Et généralement, c'est un mix de tous les profils qui fonctionnent chez nous. Et c'est quoi? Allez, donne la recette miracle. Ouais, la recette, je vais te dire réellement ce que je cherche chez un profil. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a la dalle, vraiment. J'ai besoin de quelqu'un qui a l'envie d'apprendre, qui a la soif d'apprendre. Et ça va aider toute la partie coachability. J'ai besoin de quelqu'un avec du drive, qui va se laisser emmener, mais qui sait aussi où est-ce qu'il veut aller, ou du moins qui a quelque chose qui l'engage. On a tous un driver différent, mais il faut qu'on arrive à l'identifier rapidement. Un profil où on n'arrive pas à saisir son driver, généralement, tu as du mal à l'emporter. Il n'y va pas. Quelqu'un qui a de la volonté. Tu vois, vraiment, c'est les éléments primordiaux avec l'énergie. S'il n'a pas une énergie avec un bon mindset, il ne pourra pas tenir. Et c'est quoi le ratio que tu vois en général entre les top performers et les low performers? Est-ce que c'est un ratio 1 pour 10, 2 pour 10? Surtout sur la partie SDR, franchement, nous, on s'est énormément trempé et on se rend compte que dans chaque batch des top performers, tu en as peut-être un ou deux sur 5 ou 6. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ton quotidien? Ouais, généralement, sur 6, j'en ai 2. Sur 6, j'arrive à avoir 2 top perfs. J'arrive à avoir, dans les 4 restants, tu vas avoir un middle, voire 2 middle quand tu as de la chance, mais un middle. Et ensuite, ouais, 1 à 2 fins de période d'essai et un low perf que tu essaies d'élever. Ouais, exactement ce que je viens de dire, quoi. On est vraiment dans des ratios similaires. Ouais. Ouais. Je me posais la question, moi j'avais ça en tête, mais je savais pas si c'était dans les différentes boîtes aussi. Donc, d'où. Ouais. On vit tous un petit peu la même difficulté sur les recrutements parce que pendant un recrutement, même si tu fais plusieurs étapes, la personne, elle donne le meilleur d'elle-même, tu vois. Et elle peut te raconter ce qu'elle veut en réalité. Et c'est sur le terrain que tu vas vraiment observer ce qu'il en est. Et on pourrait gagner du temps et être tous honnêtes honnêtement pendant les recrutements et se dire ok, moi ça je le ferai, ça je ne sais pas le faire et ça je le ferai pas, ça j'ai du mal, ça j'ai besoin qu'on mette dessus et c'est ok. Moi j'aime bien l'honnêteté, j'aime bien la transparence, c'est pas grave, on bossera ensemble. Et malheureusement, tu as des profils qui ont ils ont raison, hein, ils ont besoin d'un job et ils vont tout simplement tout faire pour avoir ce job-là. Ils ne se facilitent pas la vie puisque finalement, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, ils n'ont plus de job. Mais c'est le jeu. Ouais, et la question sous-jacente à ça, c'est quand tu as des low performers, comment tu les gères? Et qu'est-ce que tu mets en place avant de décider de te séparer? Tu as certainement un plan d'action, et Bien sûr. lequel est-il? Ouais. Alors, déjà, ma question, je vais te retourner une question.
c'est un low performer en ramp-up, c'est-à-dire qui est en train de ramp-up, ça fait 1 mois qu'il est là, ou on parle d'un profil validé. Les deux? Pas le même process. Pas le même process. Ouais, les deux, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Sur un profil que je viens de recruter, le but, c'est directement, très rapidement, dès le départ, mettre le cadre et d'identifier les points forts et les points d'amélioration. Donc, c'est mettre déjà, je dirais, un contrat de confiance. Moi, c'est ce que j'aime bien leur dire, c'est on est là pour se parler en toute honnêteté et on va faire un contrat de confiance ensemble. Sur quoi j'ai besoin, il faut que je t'aide et sur quoi, normalement, en tout cas, pour les 10 mois qui arrivent, il n'y a pas de sujet. On identifie ça ensemble, c'est assez clair dès le début, il y a un plan d'action dès le départ, puisque c'est un ramp-up, il va y avoir une évolution qui va être progressive. Si le premier mois, on n'a pas réussi à atteindre la target, ce n'est pas alarmant, puisque la prise en main des outils, la compréhension de l'écosystème, la compréhension du persona, l'assimilation du pitch, on doit créer un personnage sales, surtout quand on sort d'école, etc. etc. J'ai envie de dire que premier, deuxième mois, c'est pas les mois qui vont m'alerter. C'est à partir du 3e mois, en plus de ça, la target augmente, où je me dis, attends, on a loupé la target de 2 rendez-vous ou on a loupé la target de 10 rendez-vous là, parce que c'est pas le même combat. Et à ce moment-là, il y a 2 choses. L'accompagnement sur les techniques de vente, la méthode de vente et ce qui bloque, donc notamment avec de la réécoute de call, est-ce qu'on a une problématique à prendre du rendez-vous ou est-ce qu'on a une problématique à identifier la peine et à engager son prospect. Et à ce moment-là, on va venir faire du coaching, du travail ensemble pour voir si ça se débloque. Généralement, dans 98% du temps, ça se débloque et c'est bon, la personne se met à performer. Je ne dis pas que c'est un top performer à ce moment-là, mais en tout cas, la personne se met à performer. Dans d'autres cas, on identifie en fait un no-fit avec le job ou avec la cible ou avec l'environnement. Et en fait, tout s'explique et c'est une fin de période d'essai au 4e mois. Je disais ça, c'est pour les profils du coup que tu viens de recruter. Et écoute, j'ai une autre question qui vient dessus, hein, parce qu'on parle justement de personnes qui ne performent pas. C'est quoi la situation la plus difficile que tu as eu à gérer? Ouais. Alors. Là, tu peux nous raconter un peu une histoire sans nous donner le nom, le prénom, la boîte, quoi que ce soit, mais bien sûr. comprendre ton quotidien et de se dire, ok, ben ouais, le métier de manager, c'est un métier qui est difficile. On parle de se séparer de certaines personnes, même s'il y a un accompagnement, parfois ça ne le fait pas, pour des questions de performance, de motivation ou autre. Et ouais, ça m'intéresse de savoir la situation la plus dure que tu as eu à gérer et comment tu l'as gérée. Ouais, la situation que j'ai eu le plus de mal à gérer, c'est autant la plus difficile, mais c'est aussi lié à des erreurs de ma part. Il faut se l'avouer aussi. C'était sur un profil qui était justement en période d'essai. Et pour donner un peu le contexte, notamment aux personnes qui sont pas dans cet environnement et pour eux, la période d'essai, c'est 3 mois. C'est 4 et 4 dans toutes les boîtes où j'ai été. 4 et 4. Et c'est 4 mois renouvelables obligatoirement. Les 4 premiers mois, il n'y a pas de sujet. Tu es en période d'essai. On fait en sorte de mettre les bonnes pratiques en place pour que ça prenne, grosso modo. Et ce profil-là, c'était un bon profil dans le sens où il apprenait très vite, il a compris l'outil, mais la mayonnaise ne prenait pas sur la partie performance. Ça ne transformait pas. Il était impacté par ça? Oui, mais alors oui, il était impacté forcément. Évidemment, quand ça prend pas, en tant que sales, tu es frustré, tu es en période d'essai. Hein. Donc, je pense que oui, tu es un petit peu stressé à ce moment-là. Mais extérieurement, je gérais plutôt bien le stress. On en parlait aussi beaucoup. Et il y avait un certain espoir aussi chez moi, chez nous, de se dire non, mais ça va marcher à un moment donné. Il y a tout sur le papier pour que ça marche. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Et ça n'a jamais pris. Et mon erreur, c'est ça que je veux surtout mettre en lumière, c'est mon erreur, ça a été d'aller au bout de cette période d'essai parce qu'il y avait de l'espoir. Je me suis dit, c'est pas possible que ça prenne pas. Il y a tout sur le papier pour que ça prenne. Il avait le bon mindset aussi. Ouais, il avait le bon mindset. Et en fait, il fallait juste se rendre à l'évidence, il n'était pas fait pour de la vente transactionnelle. Il était fait pour de la vente complexe. Ça ne marchait pas sur le genre de produits qu'on avait à vendre. Et il avait beau être un bon sales, mais ce n'était pas pour ça. Il allait trop loin
dans ce qu'on lui demandait en tant que SDR, et il était fait pour faire du full cycle. C'est pas fait pour faire du SDR. Ouais, après, c'est difficile de prendre une décision, tu vois, sur quelques mois si tu vois que tout est ouvert. Alors, certes, il y a un manque de performance, mais tu dis qu'il y a un mindset, il y avait une envie, tout était en raccord avec le fait qu'il allait potentiellement faire un succès. Donc, c'est difficile de te dire je coupe avant que la C'est personne donne le plein potentiel. C'est ça, exactement. Et du coup, bah, on s'est tout donné hein, jusqu'au bout. On a mis beaucoup de choses en place. Mais au fur et à mesure, ça prenait pas. Ça prenait pas forcément le profil en face frustré, il se donne moins. Et c'est un peu une dégringolade aussi. Et donc, la fin, elle est ni agréable pour lui, ni agréable pour moi, puisque bah, c'est un aveu d'échec hein, de mon côté en tant que manager. Et pour lui, bah, c'est une grande frustration parce que quand tu as passé quasi 8 mois dans une boîte, c'est pas comme quand tu fais 3 mois de période d'essai et que ça ne matche pas. Tu vois. Clairement. Donc, Il y a un point qui est super important. Bah, déjà, je te remercie parce que tu es transparente et tu parles d'échecs que toi, tu as pu avoir en tant que manager. Et c'est hyper intéressant de le savoir pour réussir justement à grandir. Et tu vois, quand on parle de laisser quelqu'un partir, c'est super important. Pourquoi, quand ça fonctionne pas? C'est que si cette personne-là, elle a une démotivation à un moment liée à un manque de performance, elle peut entraîner les autres dans sa chute. Parce qu'en fait, si, admettons que tu as une équipe de 3 SDR, sur les 3 SDR, donc on va dire tu as un top performer, un moyen et un low, et en fait, le low, si tu le gardes, ben, en fait, le middle, il peut devenir un low également. Et donc, tu as toujours ce risque-là de te dire, mais en fait, on peut tirer les autres vers le bas, parce qu'on va dire, ouais, mais regarde, lui, il fait 10 appels. Non, mais en fait, ton objectif, c'est 100 appels. Ne te base pas sur la personne, en fait, qui fait seulement 10 appels. Et donc, c'est vrai que quand il y a un manque de performance et un manque de mindset, il faut se séparer assez rapidement pour être sûr, en fait, que les autres personnes ne sont pas impactées, quoi. totalement, totalement d'accord avec toi. Et après, on apprend hein, de ses erreurs. Moi, après cette expérience-là, plus jamais je n'ai laissé une période d'essai dépasser les 5 mois. Voilà, c'est rapidement prendre une décision et généralement, très factuellement, tu le sais, si la personne va pouvoir performer et matcher avec ton business ou non. Donc, 8 mois, c'est pas nécessaire. Et toujours lever un peu la tête et faire un petit peu la méthode que j'ai toujours utilisée, c'est OK, factuellement, on en est où? Qu'est-ce qui matche pas? Les chiffres, c'est quoi? Rouge, vert, orange. OK, il y a trop de rouge. Ça garde pas. Je suis désolée, mais c'est un petit peu enlever le côté émotionnel et être un peu plus carré et factuel. Et ils arrivent le matin, t'as un jeu de couleurs. Allez, aujourd'hui, on fait un jeu de couleurs tous ensemble. Alors, On arrive bientôt à la fin. J'ai deux, trois questions en plus à te poser. Franchement, je pense que j'en ai 20 d'autres décrites, mais je vais t'en poser trois, quatre. Dans ton quotidien, c'est quoi le plus dur? C'est quoi le plus dur en tant que manager? On a parlé de gérer des people, d'un bon recrutement, de gérer des performances, mais qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui te met la pression et qui te stresse? je dirais qu'il y a deux choses aujourd'hui qui sont parce que quand on est manager, on a un peu cette double casquette. On est manager auprès de nos équipes, donc on a notre rôle auprès d'eux qui est d'être un leader, mais d'être un coach, d'être à l'écoute, mais d'être aussi ferme. Enfin, y a tout ça, donc je dirais que c'est la dualité entre la gestion émotionnelle et rationnelle, et de se dire, bah ouais, je sais que ça là, ça va leur mettre un coup, mais le coup près il va tomber et c'est comme ça en fait. Que ça plaise pas. Je suis aussi un petit peu porte-parole et garant, je dirais, du bon déroulé des choses et l'étendard de Conto. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Et de l'autre côté, il y a tout cet aspect de, OK, moi, je suis l'image, le visage de mon équipe, de l'équipe sales. Je dois la faire briller auprès de l'entreprise, briller auprès de mes stakeholders et comment je leur fais comprendre mon rôle dans l'entreprise, à savoir qu'aujourd'hui, moi, chez Conto, c'est pas du tout une entreprise sales, c'est une entreprise tech, donc personne ne parle mon langage. Et ça a été très difficile la première année où je me suis bataillée pour parler de manière très concrète et factuelle. Donc, c'est comment éduquer une organisation autour d'un métier, qui est le métier de sales, comment réussir à travailler ensemble, main dans la main, que ce soit les équipes growth, que ce soit les équipes produits, que ce soit les équipes ops, etc., etc. Ça, je pense que c'est la partie la plus complexe que j'ai eu à
à gérer, notamment actuellement. Comment tu pourrais décrire le profil type, parce qu'avant on a parlé d'un SDR, mais d'un bon manager d'SDR? Je dirais qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui a une base humaine, parce qu'il faut qu'il soit en capacité de comprendre, de se mettre à la place de ses équipes. Il va avoir un gros plus s'il a fait le job, puisse manager par l'exemple, prendre le téléphone. Ça t'arrive de prendre des calls de temps en temps et de le faire, leur dire mais c'est comme ça qu'on fait. Oui, je le fais très souvent. Moi, j'adore prendre le téléphone. Je l'ai fait d'ailleurs pendant le tournoi avec Zélic. T'as booké de meeting? Et une démo en un call. Mais non. Ah, ça c'est un beau ratio, ça. J'aime bien le faire. J'aime bien leur montrer aussi de. Faut pas avoir peur de ton prospect. Ah ouais, tu veux pas le relancer? Vas-y, fais voir son numéro de téléphone, je l'appelle moi. Et j'appelle devant lui, et je reboucle le truc. Ou parfois je peux me faire bâcher, mais c'est pas grave. Il faut montrer aussi que il n'y a pas que vous qui vous faites bâcher. Hein. Tout le monde peut se faire bâcher. C'est pas contre toi humainement, c'est juste contre le fait d'être prospecté. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et encore, tu vois, moi, il y a un truc que je dis souvent à mes équipes, c'est tu peux prospecter quelqu'un aujourd'hui qui te dit non, mais demain, il peut te dire OK. En fait, ça dépend de son humeur, ça dépend de sa journée. En fait, il y a tellement de choses dans lesquelles, en fait, t'as pas d'accès, t'as pas de connaissances. Tu connais pas sa vie. Et son quotidien. Donc en fait, ça se joue parfois à la minute près. Et donc je leur dis, mais ok, t'as eu un non aujourd'hui, il était pas content, mais réessaye un autre jour. Ça veut rien dire. Si te bâches 3 fois, ok, au bout d'un moment, tu te dis bon, ça va être difficile de booker un rendez-vous et t'archives le contact, mais c'est vrai que ça veut rien dire. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc oui, je te disais, pour revenir un petit peu au profil idéal, type du manager, je ne sais pas s'il en existe un réellement, mais je pense que d'avoir ce côté humain, de fédérer vraiment, de rassembler son équipe, de manager par l'exemple, c'est un gros plus en tout cas. Ça facilite grandement en relation avec ses équipes, ça crée de la confiance aussi. Et s'il y a de la confiance, il y a tout simplement ce bon mindset qui se crée et cette synergie d'équipe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'être un coach. On est vu comme des personnes, par eux en tout cas, on est vu par eux comme ceux qui ont la science, ceux qui savent, parce qu'on a fait le job avant eux et qu'aujourd'hui, on est à des rôles supérieurs. Donc, ils nous voient un petit peu comme ça, ils sortent d'école, ils nous voient hyper à l'aise. Il faut être dans la transmission, dans le coaching, dans l'accompagnement. Ils ont besoin de ça. Et très souvent, moi, j'ai rarement rencontré un profil qui ne voulait pas être coaché. Ils ont besoin de ça, ils le réclament et ça les nourrit, ça les fait grandir. Et le dernier, c'est être un leader. Donc, c'est ne pas avoir peur des décisions, de pouvoir entamer des discussions difficiles et de ne tout simplement pas noyer le poisson en fait. On ne fuit pas la discussion. Un manager qui fuit la discussion et quand tu lui remontes une problématique, il te dit je reviens vers toi, il ne revient jamais vers toi. Derrière. Problématique, ouais. Mes 2 dernières questions sont rapides parce que c'est vrai que je t'ai pris un peu plus de temps que prévu. Est-ce que tu as un conseil à donner aujourd'hui, quel qu'il soit? Suivez votre instinct. Voilà. Faut s'écouter. Faut s'écouter soi-même pour tout. Face à un prospect, face à un profil qu'on manage dans une boîte, on sait réellement ce qui est bon pour nous, ce dont on a besoin et le vrai chemin à suivre. Il faut juste s'écouter, mais réellement. Prenez le temps, soufflez et prenez la bonne décision. Tu vois, ça se trouve, tu vois, si la personne que tu avais recrutée avait suivi ce conseil-là, elle serait peut-être même partie d'elle-même et elle n'aurait pas forcé jusqu'à X mois pour rester. Hein. Exactement. Et est-ce que sinon, c'est ma dernière question, tu as un livre, un podcast, une ressource ou quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait progresser? Oui, alors moi j'ai un livre d'ailleurs que j'ai fait lire à toutes mes équipes à chaque fois que j'ai eu des nouveaux dans mon équipe, je leur ai partagé. C'est le livre Ne coupez pas la poire en deux. J'ai jamais lu. Vraiment, je te le recommande, il est très bon. Après, tu vas, pour le coup, tu vas retrouver énormément de techniques et d'éléments qu'on utilise nous au quotidien et je suis sûre que tu les utilises déjà de ton côté. Mais c'est bon d'avoir l'explication derrière, le rationnel et aussi comment ça peut être utile en dehors du monde sales. Parce que pour le coup, c'est un ancien négociateur du FBI et c'est des techniques de négociation qu'il partage. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, Bouthaina, c'était hyper cool de t'avoir. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, toute la valeur que tu as pu apporter. C'était vraiment top et j'ai hâte que l'épisode sorte et qu'on partage tout en retour d'expérience. Écoute, merci à toi. C'était un vrai plaisir et j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne. Bon, on se dit à très vite. À très vite, merci.